Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Bonjour, aujourd'hui nous recevons deux invités. Gilles Leperlier, le président de l'association HFR Nous les Capables. Bonjour Gilles. Bonjour. Et Céline Tabou, secrétaire générale de l'association. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, on va parler effectivement de l'actualité ou des dernières actualités de l'HFR. Nous les Capables. On va revenir aussi un petit peu sur l'antériorité et l'origine de la création de cette association. Mais restons fidèles à notre tradition. L'actualité, vous vous êtes manifesté avant la visite de François Hollande dans ce département. Vous avez, comment dire, pour rester poli, marqué votre impatience ? Disons que ça fait déjà plus de 5 ans maintenant que nous militons pour la priorité à l'embauche des Rionnaises et des Réunionnais. Et c'est vrai que nous avions une attente très importante. D'une part, parce que le président de la République, déjà lors de sa campagne présidentielle en 2012, avait fait de la question de la régénération de l'emploi une de ses priorités de campagne. Et c'était un de ses engagements une fois qu'il aurait été élu. Donc il y a eu le temps des promesses électorales, les choses ont fait qu'il a été élu, et il y a ensuite eu le temps de l'installation du gouvernement et des priorités, et il y a eu le temps où monsieur le député maire de Saint-Joseph, monsieur Le Breton, a été nommé pour un rapport sur la régionalisation de l'emploi. Donc en attendant, on a passé 1 an, et après il y a eu le temps de la réalisation de ce rapport de monsieur Le Breton, avec tous les épisodes que nous avons connus et la nécessité pour nous de pouvoir faire passer également nos propositions, nos points de vue. Ça n'a pas été simple, il faut le rappeler. Monsieur Le Breton, au départ, n'était pas favorable à nous rencontrer, à rencontrer différents acteurs. On se rappelle à l'époque, on vous avait invité d'ailleurs à ce même micro et vous signaliez que, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ? Vous n'étiez pas au courant, vous n'aviez pas été invité, vous n'aviez pas été consulté. Vous et d'autres associations au même titre d'ailleurs. Ouais, donc il a quand même fallu qu'on aille sur le terrain, qu'on aille à Saint-Joseph, distribuer des tracts pour alerter sur le fait que les acteurs n'aient pas été entendus sur ce rapport. Et donc ensuite il y a eu un autre temps où monsieur Le Breton a décidé d'écouter d'autres acteurs, et ça a encore prolongé le rendu du rapport qui a été enfin rendu au mois de décembre dernier à l'ancien ministre des Outre-mer, monsieur Victorin Lurel. Une question quand même, Gilles, entre effectivement le premier rapport, entre guillemets, émis par le député Le Breton, et puis la deuxième mouture, qui est finalement tombée entre les mains de Victorin Lurel et transmise au gouvernement. Il y a des gros changements dans le contenu de ce rapport. Disons qu'on n'a pas eu, nous, la première version du rapport, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'avant monsieur Le Breton, il y a eu des rapports, notamment du préfet Bédier, qui avait fait un rapport sur cette question-là, avec un état de la situation et d'un constat alarmant, à savoir que déjà dans la fonction publique d'État, il y avait plus de 50% des recrutements qui n'étaient pas faits à La Réunion, et n'étaient pas des Réunionnaises ou des Réunionnais. Donc à partir de là, sur le rapport qui a été rendu au mois de décembre à monsieur Lurel, il est vrai que ce rapport est resté quand même pour nous insuffisant. Insuffisant parce qu'on est resté dans des généralités, et qu'ensuite on supposait qu'à La Réunion nous n'avions pas assez de personnes compétentes et formées, qu'il n'y avait pas assez de formation, alors que auparavant le rapport Bédier signalait bien que nous avions à La Réunion le vivier de personnes compétentes pour pouvoir occuper les postes disponibles à La Réunion. Donc deux rapports en contradiction, mais qui n'allaient pas réellement au fond des choses. Et pourquoi justement deux rapports en totale contradiction sur les chiffres, les moyens et les besoins ? Tout dépend de l'orientation qu'on a souhaité donner au rapport. Ouais. Et on constate en tout cas... C'est-à-dire qu'il y avait un précédent rapport pour le gouvernement Sarkozy, Céline, et puis celui-ci pour le gouvernement Hollande, et dans ces cas-là, on distribue pas le jeu de la même manière ? Non, c'est la politique change, les mesures sont différentes selon les présidents, et surtout la volonté de changer les choses diffère selon un président de droite ou un président de gauche. On espérait qu'un président de gauche changerait les choses, et finalement on voit que ça n'a pas été le cas. Sauf que le constat est le même depuis des années. On dresse le même constat en ce qui concerne le taux de chômage, et surtout le taux de chômage parmi les jeunes. On constate que le taux de chômage continue à augmenter, et surtout on constate qu'il y a ce qu'on dit, il y a la réalité. On a vu qu'au moment où monsieur Le Breton a été nommé pour son rapport sur la réalisation de l'emploi par le gouvernement, on a vu ce même gouvernement nommer une ambassadrice de l'océan Indien qui vient de l'extérieur,
Madame Ledoux, alors que nous avions un Réunionnais qui avait le grade et les compétences pour occuper le poste. On a vu également que le gouvernement a nommé un directeur au centre régional d'augmentation pédagogique, où là aussi il y avait un Réunionnais qui était compétent pour occuper le poste, et nous avions de nombreux postes qui ont continué à échapper aux personnes de la Réunion. Et on constate encore aujourd'hui, une fois que le rapport a été rendu, que des postes ont continué à échapper aux personnes de la Réunion. Et pour reprendre le temps d'attente, parce que oui, il y avait une attente au sein de la population réunionnaise. Une attente d'une part parce que la situation sociale se dégrade de plus en plus, que le taux de chômage aujourd'hui ne cesse d'augmenter, et que les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre le chômage, notamment le chômage des jeunes, n'a fait que finalement augmenter le chômage des jeunes, et à aucun moment nous avons tiré les conséquences dont l'attente était forte de la venue du président de la République. Et on a vu que au moment où M. Hollande venait à La Réunion, dans le même temps, des personnes venaient de l'extérieur pour occuper les postes, notamment dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, on sait à peu près en ce qui concerne le nombre de postes qui ont échappé aux Réunionnais au cours de ces années. On a une idée, on a une évaluation? Ça se chiffre par quoi? Par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers? Disons, tout ce qu'on peut constater, c'est que au moment où nous avions accentué notre bataille sur la priorité à l'embauche des Réunionnais en 2009-2010, à l'époque de l'ancien chef de l'État, l'ancien gouvernement, et notamment suite aux mobilisations du COSPAR, et suite au Conseil interministériel de l'Outre-mer, avec les différents ateliers, on avait un rapport de M. Doliger, un sénateur UMP, noir sur blanc, un rapport du Sénat qui était venu faire une mission à La Réunion où il précisait que dans l'éducation nationale chaque année, sur 1000 embauches, il n'y avait que 100 Réunionnais. Donc on constate que, ne serait-ce que dans l'éducation nationale, sur les 30 dernières années, il y a comme ça 20-30 000 postes qui ont échappé aux personnes de La Réunion. On peut comprendre qu'auparavant, il n'y a peut-être pas assez de personnes suffisamment formées à La Réunion, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, et notamment nos hommes et nos femmes politiques locaux, se vantent effectivement qu'il y a de plus en plus de formations, de plus en plus de jeunes formés, de plus en plus de jeunes diplômés, qu'on les incite même à quitter ce territoire sans avoir pour autant de chances de revenir. On est dans une totale aberration. Disons que le gros problème, c'est le manque d'anticipation. Aujourd'hui, nous faisons des formations, nous faisons des cursus différents, etc., sans véritablement poser les perspectives. Vers quoi nous aurions... C'est-à-dire créer une filière en fonction des besoins économiques, sociaux, environnementaux de ce territoire. Nous devons dresser les besoins prévisionnels en emploi à La Réunion et dans la zone océan Indien sur plusieurs années, afin d'une part d'adapter les formations, mais aussi adapter le nombre de postes au concours, afin que les personnes qui étudient savent vers quoi ils étudient. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons des jeunes qui sont de plus en plus formés, des parents qui se sacrifient pour que leurs enfants puissent avoir des diplômes, et au final, ces jeunes ont réussi à avoir leur diplôme, sont diplômés, ont les compétences pour occuper les postes, et malgré tout, des postes leur échappent, et en plus on leur dit, vous auriez dû faire telle ou telle autre filière, mais cette filière-là est malheureusement saturée, et vous ne pouvez plus occuper les postes. Oui, Céline, vous voulez intervenir. Sauf au-delà de l'aspect anticiper les formations et les besoins, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les formations où des postes existent, sauf que le problème, c'est que c'est le copinage, le pistonnage qui empêche ces personnes d'accéder aux postes. Alors que pourtant, justement, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de diplômés, mais ces personnes-là n'ont pas accès à des postes alors qu'ils pourraient occuper ces postes parce que justement on laisse la place pour d'autres personnes qui parfois n'ont pas les compétences ou n'ont pas suffisamment de connaissances sur la Réunion pour occuper ces postes. Ça aussi est un problème. Il y a aussi un autre critère qui vient s'ajouter à cela, au constat que vous dressez, c'est que il y a de moins en moins de concours et il y a de plus en plus de candidats au cours de ces dernières années pour de moins en moins de postes. La différence que à La Réunion, nous avons une population qui continue à augmenter. Nous avons une croissance démographique extrêmement forte, et ce qui fait que dans les 10 prochaines années, voire les 15 prochaines années, nous allons atteindre les millions d'habitants, à savoir 200 000 personnes de plus. 200 000 personnes de plus qui auront des besoins supplémentaires. Et nous aurons des besoins, notamment dans les services, dans les administrations, et qu'aujourd'hui, nous devons maintenir les concours à La Réunion, alors que nous maintenons aujourd'hui des concours dans des académies ou dans des régions, dans certaines régions en France hexagonale, où il n'y a plus les besoins en personne ou dans les administrations ou ailleurs. Donc à La Réunion, il ne faut pas qu'on se laisse piéger par ce système qui voudrait que finalement on soit un peu le déversoir de la République. Comme on n'adapte pas le nombre de postes en fonction des besoins de La Réunion, nous laissons des postes ouverts dans d'autres endroits et dans d'autres régions, dans d'autres départements, et ensuite
on fait venir des personnes qui viennent d'ailleurs. Ces éléments-là sont dans le rapport Le Breton qui a été transmis à Victorin Lurel et qui après a atterri sur le bureau du président François Hollande. On retrouve pas cette rapport Le Et Breton. pourquoi ça? Disons que le rapport Le Breton, dès le départ, pour nous, dès qu'il a été rendu, il était insuffisant. Ouais. Insuffisant parce qu'on n'est pas allé assez loin. Par contre, ce discours-là a été tenu à Monsieur Le Breton lorsque nous l'avons rencontré. Mais pas relayé, parce qu'il aurait pu au moins mettre un annexe ou des annexes à son rapport sur des partenaires comme vous, l'association, ou d'autres associations de terrain à La Réunion, qui pouvaient apporter effectivement un complément d'information à un élément chiffré. Bien sûr, parce que le gros problème, et d'ailleurs le chef de l'État, quand il était à Saint-Joseph, a précisé que le gros problème, c'est le manque de transparence. Aujourd'hui, nous avons encore dans cette administration une opacité totale où nous ne savons pas ce qui se passe. Ouais. Nous intervenons régulièrement lorsque nous avons l'information. Lorsqu'on n'a pas l'information, on ne peut pas intervenir. Et plus on va maintenir cette opacité, et plus on va faire en sorte que des postes échappent aux personnes de La Réunion, aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Alors, je reviens sur aussi cette actualité, puisqu'effectivement, il y a le rapport Le Breton qui a été transmis donc à François Hollande, qui a annulé un premier déplacement dans ce département. Vous avez manifesté d'ailleurs à cette époque pour marquer aussi votre désaccord sur le fait qu'il n'y avait pas d'annonce, qu'il n'y avait pas ou très peu d'informations. D'abord sur le report de ce voyage, avec éventuellement une autre date programmée. Bizarrement, on a programmé une date qui coïncidait aussi au report de la Commission de l'océan Indien, où François Hollande représentait la Réunion. En plus de la France, il représente La Réunion. Mais restons sur ce sujet, effectivement, de la défense de l'emploi pour les Réunionnais. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous Céline, vous Gilles, satisfait de l'intervention de François Hollande en ce qui concerne la prise de conscience, parce qu'il faut bien parler de prise de conscience, sur l'état de ce département? Disons que... Me dites pas oui et non. Disons que sur cette question de la priorité à l'embauche des Réunionnais, il faut savoir d'où on sort. Quand on a commencé, et d'autres acteurs l'ont fait avant nous, mais nous on a été créé en 2009 et depuis 2009... On se rappelle des slogans, Donne créole le travail de la CGTR à l'époque. Ou d'autres organisations politiques, le PCA notamment, la CGTR par la suite, ou aussi d'autres associations qui ont milité ou d'autres associations qui militent encore aujourd'hui. Quand on a commencé il y a 5 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette bataille? On nous a traités d'antisoreilles, d'extrémistes, de lepénistes. On a même reçu des menaces de mort parce que les personnes ne comprenaient pas la bataille qui a été menée. D'ailleurs, je reprends souvent cette anecdote, mais je rencontre des personnes aujourd'hui qui sont arrivées à La Réunion il y a 5-6 ans et qui n'étaient pas d'accord avec la bataille qu'on menait, et qui ont aujourd'hui des enfants qui sont en âge de travailler et qui sont également bloqués par le système et qui sont pénalisés et qui aujourd'hui comprennent ce qu'on veut dire. Et aussi le travail de sensibilisation qui a permis de faire en sorte que de plus en plus de personnes aujourd'hui sont d'accord sur cette bataille-là. Mais on le voit, de toute façon, quand des politiques de tous bords confondus osent inscrire la priorité à l'embauche des Réunionnais sur leurs différents programmes à toutes les élections, c'est qu'ils ont bien conscience que la population est sensibilisée, pas forcément par eux, mais que aujourd'hui cette bataille-là doit être menée et doit être avancée. Et le fait que le président de la République vienne à La Réunion et qu'un de ses temps forts soit la question de la priorité à l'embauche des Réunionnais, c'est déjà une avancée. Mais au-delà de cette avancée, on voit bien que... Il faut les annonces aussi par rapport on reste dans les effets d'annonce. Ouais. Aujourd'hui, le chef de l'État a donné quelques orientations, notamment dans le public et notamment pour ce qui concerne la police nationale, avec l'annonce du retour à l'ancienneté de la demande pour les policiers réunionnais qui souhaitent rentrer et qui sont en poste en métropole et qui attendent depuis 25 ans aujourd'hui pour rentrer. Et je tiens à préciser que ces personnes-là savaient très bien que c'était une formation nationale, un concours national, qu'il n'y a pas d'école de police à La Réunion et qu'il fallait bien partir pour pouvoir se former. Ils sont partis en connaissance de cause. Ils sont partis, mais on leur a dit, inquiète plus, quand vous sortez l'école de police, où ça attend 5 ans maximum, et après vous rentrez. La Réunion. Sauf que plus les années y passent, et plus le temps d'attente pour revenir à La Réunion est de plus en plus long, surtout depuis qu'on est revenu à l'ancienneté administrative. Aujourd'hui, ce qui prévaut dans la police, c'est l'ancienneté administrative, ce qui fait que nous avons des personnes qui sont en fin de carrière et qui passeront toujours avant les Réunionnais qui a déjà fait 10, 15, 20, 25 fois la demande de mutation pour rentrer à La Réunion. Donc ça, c'est une première victoire parce que nous avons connu de véritables drames
des policiers qui se sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas leur mutation à La Réunion, Ça a fait des l'actualité. familles qui souffraient, parce qu'il faut jamais oublier qu'il y a des chiffres, il y a ces personnes qui souffrent, des êtres humains, et que c'est une première avancée, mais c'est pas fini. L'ancienneté la demande, oui, mais il faut qu'on arrive à obtenir que ce soit rétroactif. On peut pas dire, nous l'est en 2014, mais nous recommence à zéro. Non. Depuis qu'on est revenu à l'ancienneté administrative, c'est depuis cette date-là qu'il faut reprendre l'ancienneté la demande. Il faut une rétroactivité sur ces dossiers-là, pour l'instant qui n'est pas prise en compte. Parce que on va être clair, combien de Réunionnais expatriés ont aujourd'hui réintégré ou intégré un poste dans ce département? Depuis la visite de François Hollande ou quelques semaines avant la visite de François Hollande, même pas 10. Ouais, à peine. À peine. Sur les... Donc de l'intention à l'annonce, il y a encore un fossé. Disons que sur les 32 renforts supplémentaires dans la police qui étaient annoncés par le ministre de l'Intérieur avant la venue de M. Hollande, la moitié étaient des Réunionnais. 16 Réunionnais sont rentrés, ils sont en poste depuis le 1er septembre. Mais dans le même temps, nous avons plus de 49 profs stagiaires qui ont été mutés dans des académies en France, Créteil, Versailles notamment, alors qu'il y avait des postes disponibles à La Réunion. Alors pourquoi on est dans ce système-là? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un système mis en place, un système commun d'ailleurs, qui soit mis en place dans ce département, qui mutualiserait les moyens, qui mutualiserait les demandes des administrations et qui finalement gérerait les dossiers des uns et des autres? Là-dessus, nous avons une proposition très claire. Ouais. Et nous l'avions annoncé d'ailleurs lors d'une conférence de presse avant la venue de François Hollande. C'est la question des critères des intérêts moraux et matériels, ce qu'on appelle communément les CIMM, et qui permet d'avoir des points ou des critères pour pouvoir avoir sa mutation à La Réunion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Chaque administration a ses propres critères. Chaque administration décide de choisir un nombre de critères ou pas, et les critères diffèrent selon les administrations, et diffèrent même dans l'année selon l'administration. Donc personne s'y retrouve, et on a, et il faut le dire, des administrations ou même parfois des syndicats qui font la pluie le beau temps et qui décident, après que l'agent ait mendié ou demandé s'il vous plaît, est-ce qu'il peut rentrer, ou on a vu d'autres dérives dans ce système-là, et ce qui fait que les critères n'étaient pas d'une part connus, et surtout n'étaient pas les mêmes pour tout le monde et n'étaient pas clairs. On peut pas justement mettre en commun ou mutualiser ce système? Nous, ce qu'on demande aujourd'hui... Parce que d'abord, tout le monde, comme vous le dites, tout le monde s'y retrouverait. Puis ça permettrait peut-être aussi à ceux qui sont à l'extérieur ou à ceux qui sont ici et qui veulent partir à l'extérieur, d'abord de connaître les modalités de départ ou de retour. Bien sûr, et surtout les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. Et que tout le monde ait la même égalité des chances face à la mutation. C'est pour ça que nous proposons, d'une part, que le CIMM soit généralisé dans toutes les administrations, dans tous les secteurs de la fonction publique, et que surtout les critères soient clairement définis. Nous proposons 9 critères, et que surtout ces critères soient bonifiés. On ne peut pas dire que le critère de naissance à La Réunion équivaut au même point que celui qui a un bien immobilier à La Réunion. C'est pas possible. Et c'est pour ça que sur les 9 critères que nous proposons, lieu de naissance d'un des parents à La Réunion dans les DOM, scolarité obligatoire en DOM, ce sont des critères qui sont plus bonifiés, 150 points, avec ensuite des critères un peu plus secondaires, mariage ou pax avec quelqu'un dans les DOM, enfant en DOM, des points différents. Intégration ensuite, dans la société peut-être aussi. Voilà, et puis aussi bien immobilier, revenu fiscal qui valent beaucoup de points. Ces critères qui sont clairs permettent d'une part d'éluder la question de qui est réunionnais et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, la question ne doit pas être se poser en ces termes-là. Est-ce qu'on doit encore se la poser aujourd'hui, par rapport au constat? Nous, on s'est toujours refusé à se poser cette question. Entre ceux qui disent que quand on arrive à l'aéroport ou dépose valise à La Réunion, les Réunionnais. L'autre qui dit 5, 10, 15 ans à La Réunion, les Réunionnais. L'autre qui dit qu'on habite dans les Hauts, les Réunionnais. L'autre qui dit qu'on mange piment, les Réunionnais. Bref, tout le monde a sa définition. Tout le monde a sa définition et on ne se retrouve pas. C'est pour ça que dans ces critères, d'une part, le Réunionnais n'est pas pénalisé. Et deuxièmement, la personne qui veut aussi venir s'investir à La Réunion n'aura pas les mêmes nombres de points que le Réunionnais qui est né à La Réunion. Il aura aussi des points et la porte ne sera pas fermée. Alors justement, est-ce que dans ces propositions-là, elles sont partagées? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul non plus dans ce combat. On va parler, vous êtes associé récemment avec deux autres groupements, 2 autres associations. Est-ce que par exemple ces propositions-là sont partagées? On peut parler. Il y a le CREFOM. Oui. Et puis il y a aussi, je voudrais pas dire de bêtises, GPX 974.
Chacun avec, on va dire, des colorations entre guillemets politiques ou associatives ou culturelles différentes, mais toutes dans le même combat. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la différence de chacun fait la force pour l'unité d'un seul groupe? Disons que dans cette bataille qui n'est pas facile et qui est une bataille qui est longue, nous devons nous réunir sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire en sorte que les postes disponibles à La Réunion soient occupés par les personnes de La Réunion et les Réunionnaises et les Réunionnais. Parce que on va faire simple, Gilles Leperlier. Je vais prendre deux exemples. Vous et puis Monsieur Karam. Vous êtes effectivement Afcher, d'accord. Monsieur Karam, on sait qu'il il a travaillé sous le président Sarkozy. Qu'à la demande de Victorin Lurel sur proposition de Monsieur Le Breton, ils ont monté cette association CREFOM. Je ne me trompe pas sur le montage. Le Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer. Où tous les parlementaires d'Outre-mer, quelle que soit leur étiquette politique, sont intégrés dans le CREFOM. Alors, ils sont intégrés, mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde est prêt justement à mener cette bataille? Parce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que si ce n'est pas les associations et quelques membres représentatifs comme vous, comme Céline, comme Monsieur Karam ou d'autres, qui sont entre guillemets des personnalités publiques, qui prennent le combat après le corps, on n'a pas l'impression, et là vous nous annoncez quand même quelque chose de très fort, c'est que tous les parlementaires de l'Outre-mer sont intégrés, ou en tout cas font partie du CREFOM, dont vous faites partie vous également, on est d'accord. On n'a pas l'impression que nos politiques aujourd'hui sont sensibilisés à un problème qui finalement... Disons que c'est une remise en cause de leur pouvoir politique ou de leurs envies politiques ou de leur tendance à le voir être... Disons que nous on considère que on est plus fort ensemble que chacun dans son coin. Oui, sauf que pour l'instant il y a que 2 ou 3 bœufs pour tirer la charrette. Voilà. Mais disons que pour faire entendre notre voix encore plus forte, que ce soit au niveau local ou au niveau national, parce que il faut pas croire que à l'intérieur du CREFOM tout le monde était d'accord sur les propositions qu'on avançait. Justement. Et donc, il a fallu aussi faire ce travail de sensibilisation auprès de certains acteurs, auprès de certains élus, auprès d'autres personnes de la société civile. Et donc, ce travail-là, il a été long aussi. Même si le CREFOM existe depuis seulement 3 mois, on a dû faire ce travail pour que nous arrivions sur certaines propositions notamment et sur les CIMM, sur des propositions communes. Mais il fallait se battre à l'intérieur du CREFOM pour que nous puissions faire passer notre proposition sur les critères d'intérêt moraux et matériel, avec également le collectif des gardiens de la paix GPI 974. Voilà. Et aujourd'hui, ces critères-là, qui ont été entendus. Monsieur Hollande, quand il fait des annonces Saint-Joseph, il annonce que les CIMM seront les pivots des mutations dans la fonction publique dorénavant. Vous voulez poser une question quand? On n'a pas posé la question quand, et c'est d'ailleurs ce qui manque sur ces annonces. Oui. Mais derrière ça, on ne restera pas les bras croisés non plus. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette au travail encore plus. Il faut que tous les acteurs, tous les parlementaires, qu'est-ce qu'ils font depuis l'avenue d'Hollande? Ça fait 3 semaines que Hollande est venu à La Réunion. Que font nos parlementaires? Qui doivent être le relais pour décliner, pour aller voir les différents acteurs, pour faire en sorte que des réunions de travail aient lieu rapidement, pour que cette question soit réglée le plus vite possible. Il n'y a plus de temps à attendre. Il est urgent d'agir. Et nous devons nous mobiliser. Il y a des orientations, il faut les décliner et allons se mettre au travail. Et plus on est nombreux à se mettre au travail et plus on est nombreux à faire avancer les propositions concrètes pour l'avenir de La Réunion, mieux ce sera pour le développement de La Réunion. Et comment vous allez inciter nos parlementaires locaux à se mettre au travail alors qu'aujourd'hui ils ont quand même un sacré problème pour se relever les manches et à essayer d'asseoir une majorité au Parlement? Disons qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation politique en France ou ailleurs, il y a une situation sociale, économique à La Réunion qui est catastrophique. Aujourd'hui, la priorité des priorités, et on l'a rappelé quand même depuis pas mal de temps, c'est comment créer de l'emploi et comment faire en sorte que les emplois disponibles à La Réunion n'échappent pas à personne de La Réunion. Gilles, on est d'accord, ça fait des années qu'on dresse ce constat, ça fait des années aussi qu'on a une classe politique qui remue également ce couteau, qui remue également ses arguments, qui les met en avant à chaque échéance électorale. Parce que c'est marrant, parce qu'on d'un seul coup, on a même des élus qui se disent « Allez, votez pour moi en tant que maire, je vous trouve du boulot. Votez pour moi en tant que député, vous aurez du boulot. Votez pour moi en tant que sénateur, vous aurez du boulot. » Au final, on a quoi? On a toujours les mêmes
le même problème, Céline. Disons que les élus sont assez frileux parce qu'on est quand même dans le cadre de la République française et ça demande une volonté réelle de changer les choses, de changer un système et de vouloir mettre en place un cadre législatif qui soit propice à la Réunion et aux Outre-mer, parce que c'est pas seulement la Réunion. Et le problème aujourd'hui, c'est que les élus, je sais pas, enfin, foncièrement, les parlementaires ont des difficultés ou n'ont pas envie de changer les choses profondément et de pouvoir remettre en cause totalement le système, c'est-à-dire à la fois sur la question de l'emploi, mais la question de l'emploi oblige aussi à remettre en cause des choses d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue aussi législatif. Et ça, il y a nécessité à changer les choses, sinon on fait tous et on dresse tous ce constat, mais on va revenir aussi au constat de tous pourris parce qu'ils bougent pas plus que ça. On n'ira pas dire jusqu'à être tous pourris quand même. Mais oui, mais c'est quand même un mot d'ordre qui a traîné dans ce département très longtemps sur effectivement des problèmes qui avaient été soumis à des politiques et qui n'ont jamais été réglés. On n'en est pas loin s'ils se réveillent pas. S'ils se réveillent pas et s'ils comprennent pas qu'il y a urgence à agir et qu'il y a urgence de mettre en place des choses, ça n'avancera pas. Mais par contre, on ne peut pas non plus dire que ça n'a pas évolué. Ouais. Quand on voit aujourd'hui que mais ça évolue comment ? Ça évolue par la mobilisation de terrain. Et ça évolue aussi au compte-gouttes. Ça évolue au compte-gouttes et ça évolue par la mobilisation de terrain. C'est grâce à la mobilisation que nous menons sur le terrain et de manière assez forte sur les dénonciations de plusieurs situations que nous arrivons à faire en sorte que nous avions des victoires. Sur la police, nous avons des victoires. Sur les enseignants, nous avons des victoires. Sur d'autres secteurs, nous avons des victoires. Et ça fait avancer les choses. Et nous devons encore plus aujourd'hui se mobiliser. Et la situation est telle que nous avons d'ores et déjà prévu, après l'annonce de M. Hollande, de mettre en place une charte pour l'emploi local. Mais là aussi, c'est en déclinant de ce que nous annonçons. Nous avons dit que c'est pas normal que 55% des offres d'emploi ne passent pas à Pôle emploi, alors que nous obligeons les demandeurs d'emploi à s'inscrire à Pôle emploi. Tout à fait. Aujourd'hui, la mise en place de cette charte d'emploi local, qui est annoncée par le président de la République, quelle déclinaison, quelle incitation pour les entreprises, comment faire en sorte que plus un poste n'échappe au Pôle emploi. Il y a quelques années, les entreprises avaient obligation de faire publier toutes les offres d'emploi par Pôle emploi. Au moins à Pôle emploi. Et au moins qu'on arrête avec ce pistonnage, ce bouche à oreille, un tel connaît un tel connaît un tel. Nous avons rendez-vous mardi 16 septembre avec le directeur du Pôle emploi. Et nous allons justement faire avancer nos propositions, faire en sorte que cette charte de l'emploi local ne soit pas qu'un effet d'annonce et qu'elle soit suivie de mesures concrètes, incitatives, pour que nous avancions face à cette égalité des chances, face à l'emploi. Et surtout, voilà, en tout cas, un projet à mettre entre les mains de nos parlementaires pour qu'ils réintègrent ce principe dans la Constitution. Et ça coûterait pas €1 supplémentaire. Ben non, au contraire. Et puis ça fédérerait, puisqu'on parle aussi de mettre des moyens supplémentaires à Pôle emploi, ça fédérerait aussi certainement peut-être plus d'offres, plus d'entretien, de sélectionner des gens qui soient plus adaptés à certains postes. Et plus d'égalité. Et plus d'égalité. Et nous pouvons rassembler là aussi les différents acteurs qui agissent sur l'emploi. Que ce soit la mission locale, le Pôle emploi, la maison de l'emploi. Aujourd'hui, personne ne s'y retrouve, ni les employeurs, ni les demandeurs d'emploi. Allons regrouper tous ces instances dans les services uniques de l'emploi, avec une meilleure proximité, un meilleur suivi, et ça permettra d'avoir un meilleur accompagnement, et tout le monde s'y retrouverait. Alors, on va, pour la minute 30 qui nous reste pour cette émission, je voudrais quand même venir sur les moyens de communication de l'association. Vous avez un blog, vous avez une page Facebook, et vous venez de sortir un magazine. Tout est complémentaire ou disons que on a précisé tout à l'heure que la sensibilisation est importante et qu'il y avait ce travail à faire au sein de l'opinion parce que il y a encore un gros travail à faire pour pouvoir d'une part faire avancer nos batailles et aussi faire avancer nos propositions, et c'est encore une fois par la mobilisation populaire et la mobilisation de la population que nous arriverons à faire avancer des choses de manière encore plus rapide. Et donc nous avons effectivement un site internet de l'association nouslecapables.com sur lequel tout le monde peut aujourd'hui retrouver les informations. Nous avons aussi un profil Facebook, une page Facebook Nous les Capables, pour que justement nous puissions diffuser nos informations, mais aussi des personnes qui nous sollicitent de plus en plus, d'ailleurs, qui nous témoignent de situations dans leur entreprise, dans leur collectivité, pour que nous puissions nous mobiliser également, et ça c'est très marqué aujourd'hui. Sur également le téléphone, mon numéro de téléphone 06 92 21 08 98 qui est sur le blog et qui est sur tous nos supports de communication, où aujourd'hui tout le monde peut nous appeler pour justement avoir des informations et faire en sorte que nous puissions réagir. Et enfin, bien sûr, un magazine, parce que c'est important de pouvoir continuer à faire passer des messages à la population, informer, sensibiliser et avoir le droit à l'information et l'accès à l'information.
C'est important et on se mobilise là-dessus. Merci à vous. En tout cas, si vous voulez continuer à informer, on vous invitera aussi pour une prochaine émission. Avec plaisir. On fera un bilan régulièrement, effectivement, de vos actions. Merci en tout cas Merci à vous. beaucoup. Salut à vous, merci. Gilles Leperlier. À très bientôt. À bientôt, merci. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu.